Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite interview avec Chloé Merker. Et oui, pour changer, d'habitude, Chloé Merker fait sa chaîne. Et là, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans savoir qui elle est. Donc, Chloé, tu vas te présenter peut-être différemment de ce que tu dis dans tes vidéos. Donc, ce que je te conseille, c'est de parler un petit peu de tout ce qui t'anime dans la vie. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as je sais pas, des choses qui te caractérisent et que tu as envie de nous faire partager aujourd'hui pour qu'on te connaisse plus? Alors, des passions, j'en ai quelques-unes. Quand tu m'as dit passion, j'ai tout de suite pensé à ma passion pour les Golden Retriever. Donc, je sais, c'est pas un art, c'est pas quelque chose qu'on peut pratiquer, mais j'adore les Golden Retriever. En fait, c'est une race de chiens qui ressemble au Labrador, mais avec des poils longs. Et c'est une de mes passions dans la vie parce que j'adore ça. Je les prends tout le temps en photo. Je rêve d'en avoir un plus tard. Sinon, j'aime beaucoup aussi la danse et notamment la bachata, tout ce qui va être danse latine, salsa, bachata, kizomba, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même si pour l'instant je suis pas au top niveau de danse, mais c'est pas grave, j'aime quand même. Et j'aime tout ce qui est les langues. Les langues, c'est une passion pour moi. Donc actuellement, je parle 4 langues et j'espère bientôt en parler 5. Donc je parle donc français, anglais, allemand. Donc j'ai passé mon bac en allemand, portugais parce que j'ai appris le portugais depuis maintenant, ça va bien faire 1 an ou 2 ans que je commence à apprendre doucement. Et puis espagnol parce que j'ai plusieurs membres de ma famille qui parlent espagnol et j'espère pouvoir l'apprendre un jour. Eh ben, écoute, c'est une façon de te connaître davantage. Et si tu devais, par exemple, nous dire qu'est-ce qui te, voilà, une image, un symbole, une allégorie qui te serait caractéristique de ta personnalité, qu'est-ce que tu choisirais? Alors un symbole ou une image caractéristique de ma personnalité, moi je dirais que j'ai une personnalité de feu dans le sens où je suis quelqu'un qui suis très dans l'action. Je suis pas forcément sanguine dans le sens partir au quart de tour. Je suis pas non plus impulsive, mais je suis quelqu'un qui suis énormément dans l'action et à chaque fois qu'on me demande, je dis tout le temps que l'expression mettre le feu au lac, c'est vraiment moi, ça me caractérise vraiment parce que quand je peux faire quelque chose, je le fais vite et je le fais dans l'action, quoi. Donc, la volonté, l'action, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. D'accord, et tu la transportes dans la vie de tous les jours, donc peut-être dans tes vidéos, dans ce que veux nous transmettre, ce côté un peu feu. Oui, tout à fait. Bah, déjà, quand on écoute mon ton de voix, la façon dont je parle, les mots que j'utilise, la façon dont je les emploie aussi, je parle avec mes mains, donc je suis quelqu'un qui bouge beaucoup. On m'arrête pas forcément, donc je pense que mon énergie, elle se voit beaucoup dans mes vidéos. Ton énergie, effectivement. Et allez, dis-moi 3 caractéristiques, 3 valeurs en fait qui te correspondent et aussi est-ce que tu les utilises du coup pour être la femme d'exception? Oui, alors je réfléchis parce que je t'avoue que je les ai pas notés, donc c'est un peu Je un exercice rigole. pour moi. Alors, 3 caractéristiques ou 3 valeurs? C'est pas pareil. Caractéristiques qui pour toi sont des valeurs que tu utilises aussi par rapport à ta chaîne, par exemple. Alors, une de mes caractéristiques, je suis quelqu'un qui suis extrêmement à l'écoute quand j'aime beaucoup parler aux gens et je suis assez dans l'écoute, mais du coup, tu vois, c'est lié à la valeur de l'altruisme et de l'empathie. Je vais toujours essayer d'aider les gens, même si je le connais pas forcément, quelqu'un qui est dans la détresse ou dans le besoin de parler ou d'être aidé, je vais toujours chercher à aller vers lui et à être dans l'écoute, même avec mes amis. Peut-être même surtout avec mes amis, je suis beaucoup dans l'écoute, donc ça c'est une valeur pour moi qui est forte. Quoi d'autre comme valeur? La valeur de l'engagement, c'est une valeur qui m'est extrêmement forte parce que quand je promets quelque chose ou quand je m'engage dans quelque chose, quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis à 100%, je suis quelqu'un d'entière. Et vraiment, on me le dit souvent. Donc maintenant que tu me le répètes, enfin que tu me demandes de réfléchir dessus, c'est vrai que l'entièreté, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. C'est soit j'aime, mais j'aime puissance 1000, soit je déteste. Et du coup, moi, tu vois, les nuances de gris dont on parle, dont on parle parfois, j'en ai pas forcément, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment l'entièreté. Et une troisième valeur, alors je réfléchis très bien. Ça me vient pas tout de suite, hein. Mais je Pas de dirais que souci.
Comment? Par exemple, il n'y a pas de souci, mais par exemple, une valeur là qui tu utilises pour tes vidéos, par exemple, et et qui fait vraiment partie de ton caractère. Bah, dans mon caractère et dans mes vidéos, on me dit souvent que je suis assez radicale, mais pas dans le mauvais sens, tu vois. C'est plutôt que quand j'ai quelque chose à défendre, je le défends à fond, dans le sens où ça va encore dans le sens de l'entièreté, mais c'est que J'ai envie de te dire, oui, ça rejoint le côté oui, entier, ça en fait. rejoint, mais ça rejoint aussi la conviction. Tu vois, je suis quelqu'un de très convaincu et du coup, peut-être en défaut, pas forcément toujours flexible, parce que quand je suis convaincue de quelque chose, j'y vais à fond avec mes clients. Quand je suis convaincue qu'elles ont du potentiel, qu'elles peuvent aller loin, qu'on peut transformer sa vie, que on peut se développer et être une femme d'exception, je le dis, je le répète et je le re-répète jusqu'à ce que ça casse les oreilles, parce que je suis très très convaincue du coup. Donc, je dirais plutôt ça. Bah, c'est plutôt des belles valeurs d'être une femme de conviction au final. Tout à fait, ouais, tout à fait. Je voudrais juste mentionner quelque chose, c'est que avant en fait de passer dans ta chaîne YouTube, tu as commencé à faire un blog où tu alimentais en fait Ouais. déjà un petit peu des choses. Vas-y, parle-nous-en de ce blog Alors que le tu. blog, c'était quand j'étais en première, je crois, en tout cas au lycée, où j'ai fait en fait un blog qui s'appelait Mental Gagnant, et c'était mon premier blog, donc j'étais super contente. J'étais toute jeune quand je l'ai fait. En fait, je parlais de développement personnel en général, mais je parlais beaucoup de tout ce qui était avoir un mental fort, savoir convaincre, atteindre nos objectifs. C'était vraiment axé sur la motivation, mais c'est toujours des choses qui m'intéressent parce que finalement, sur ma chaîne, je parle beaucoup d'être une femme qui se fait respecter, qui est convaincante, qui a confiance en elle, qui poursuit ses objectifs, qui persévère. Donc, c'est toujours des valeurs que je continue aussi à mettre sur ma chaîne, mais j'ai vraiment plus axé sur ma chaîne sur vraiment l'archétype de la femme ou de l'homme d'exception, c'est-à-dire cette personne qui poursuit ses objectifs, qui est confiant, qui est affirmé, et c'est pas juste quelque chose de général, tu vois, c'est vraiment axé sur la personne et sur le biais aussi de l'amour de soi. Et du coup, comment t'es passé de ce support un peu de j'écris un blog à finalement je fais une vidéo et je modifie. Enfin, en fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de finalement qu'est-ce que tu veux transmettre et comment ça a changé pour toi en fait de passer à la vidéo Je dirais que, en fait, j'ai beaucoup hésité avant de faire une chaîne YouTube. Ça n'a pas été facile parce que c'est jamais facile de se lancer, de montrer son visage, de parler avec sa voix, d'utiliser ses mots, de devoir assumer aussi ce qu'on dit parce qu'il y aura forcément des gens qui ne seront pas d'accord. Alors que quand c'est écrit, c'est toujours un peu plus caché, c'est toujours un peu plus intime et les paroles, finalement, on peut toujours les travailler, les retravailler, les effacer. Mais je me suis dit, en fait, les gens ne lisent plus, ils lisent moins. Et les gens veulent beaucoup plus dans l'émotion et être proche des gens qui leur parlent en fait. Et je me suis dit quelle meilleure manière d'accompagner, de conseiller et de parler d'un sujet qui m'intéresse et qui me passionne, qui me fait vibrer, que de me montrer face caméra, puisque finalement les gens vont se sentir plus proches de moi. Je vais être plus crédible, plus authentique, plus dans l'authenticité avec eux. Et puis en plus de ça, ils pourront me voir à quoi je ressemble. Mais si tu veux, quand je créais mon blog, j'avais pas cette idée de créer mon entreprise, développer mon message. J'avais pas vraiment cette idée de devenir coach par derrière. Alors que là, je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Je sais que c'est quelque chose que je veux développer, un message que je veux que je veux répandre partout autour de moi, peut-être même dans des pays, voire des continents différents que celui de l'Europe, tu vois. Et il y avait vraiment cette envie de développer ça et de le faire, de le donner à voir au plus grand nombre possible. Donc, je savais que en ouvrant une chaîne YouTube, il y avait cette expansion qui allait être beaucoup plus grande et beaucoup plus considérable. Tout à fait, effectivement. En plus, c'est très tendance de nos jours. Comme tu dis, la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui, dans les réseaux sociaux ou YouTube, enfin, c'est vraiment quelque chose qui est en explosion. Et du coup, c'est vrai que tu t'es rallié à cette tendance. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis dans ton parcours, c'est que c'est pas toujours évident, en fait, de passer à l'image et par rapport, toi qui te parles de l'amour de soi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi comme travail de l'amour de soi quand justement tu commences à te filmer et quel est le processus interne depuis tes premières vidéos à aujourd'hui? Est-ce que ça a évolué par rapport à cette image de toi en fait? Bah,
Se filmer, c'est toujours un challenge par rapport à l'amour de soi parce qu'il y a comment je vais parler devant la caméra, comment les autres vont me percevoir, comment ma chaîne, mes propos vont être perçus. Et se dire je m'aime tel que je suis, c'est facile, mais quand on doit le mettre en acte, là c'est par la vidéo, mais de manière générale, quand on doit le mettre en acte et le prouver par les actes, c'est toujours plus difficile. Et en ce qui me concerne, je savais que ma chaîne YouTube, ça allait être le commencement de tout ce qui allait arriver par derrière et de tout mon message. Et du coup, je savais que je devais passer par là. Mais j'avais du mal encore à me lancer parce que quand on s'est pas lancé encore sur YouTube, en plus maintenant il y a enfin YouTube c'est vraiment très développé, donc c'est pas comme si c'était le début d'une plateforme où on pouvait encore percer assez facilement. C'est vraiment quelque chose dans lequel les gens savent comment faire et il y en a plein, il y a plein de chaînes, il y a plein de vidéos et il y a plein de gens qui parlent d'amour de soi, donc j'ai dû me convaincre qu'en fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais et que là, j'avais une chance inouïe de pouvoir me lancer à cette période-là parce que je m'en sentais prête et du coup, quelque part, de pas gagner du temps, tu vois, mais d'optimiser mon temps pour pouvoir évoluer ensuite dans les années qui allaient suivre. Donc, je me suis dit, en fait, bon, je suis jeune, je peux lancer ma chaîne, je pourrais toujours me développer mieux et plus tard et dans une portée plus grande dans les années qui suivront. Donc, en fait, si tu veux, il n'y avait que des points positifs. Et le seul blocage, c'était le regard des autres. Donc, s'il y avait un blocage, pour moi, ça aurait été le regard des autres. Mais j'ai réussi à le surmonter quelque part. Du coup, le regard des autres, c'est très intéressant. Quel conseil tu donnerais pour les personnes justement qui sont jeunes entrepreneurs, qui voudraient se lancer et qui n'oseraient pas? Est-ce que tu aurais, par rapport à ton retour d'expérience, des conseils et surtout des concepts clés dans ta tête où tu te dis ça c'est vraiment le truc à penser quand on n'ose pas. Alors justement là ça me fait penser, je vais mettre une fiche à ce moment-là de notre interview pour amener ceux qui regardent la vidéo vers ma vidéo sur le regard des autres qui est très complète. Mais globalement, si je devais résumer quelques points clés pour surmonter le regard des autres, et c'est ce que je dis toujours à mes clients, aux gens que j'accompagne, c'est de se recentrer. Parce que quand on se recentre, si tu veux, tout le futile et tout l'artifice, donc les autres, ce que pensent les autres, l'opinion des gens, en fait, tout ce qui n'est pas de ton ressort, de ton potentiel d'action et de toi, ce que tu penses, c'est de l'artifice puisque ça ne te regarde pas toi et c'est pas ce qui doit décider de ce que tu vas faire de ta vie. Donc, se recentrer pour savoir qu'est-ce que je veux, quels sont mes besoins, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes priorités. Moi, ma priorité dans la vie, c'est de faire passer mon message, c'est d'être reconnue pour ce que je fais et c'est d'aider les gens, encore une fois, d'être dans l'empathie, à comprendre que dès qu'on s'aime, dès qu'on se choisit, on peut transformer sa vie. Il y a quoi de plus important que de faire passer le message que j'aime? Et donc, quand je me ressens, je me rends compte qu'en fait, pour moi, c'est la priorité numéro 1. Et qu'est-ce qui pourrait passer avant ça? Rien, en fait. Et du coup, tu vois, une fois que tu t'es recentré, finalement, faire le travail de prioriser est-ce que tu es plus important que les autres ou est-ce que finalement la vie des autres et la vie que les gens pourront t'étiqueter sur toi, sur la personne que tu es, ça t'importe plus. Donc, tu vois, peut-être faire ce choix aussi rationnel de se dire non, moi, j'ai pas envie de me rabaisser à ça, j'ai pas envie de toute ma vie, tout mon temps, toute la personne que je suis, l'assujettir finalement à ce que les autres veulent bien dire de moi ou veulent bien penser de moi et faire le choix, encore une fois, dans l'amour de soi, de se choisir et de se dire, non, moi, ma vie, elle m'appartient, je suis libre, je suis condamnée à être libre, comme dirait Sartre, et j'ai envie de prendre ma vie en main, littéralement, et de me l'approprier, en fait. Et une dernière chose que je dis justement dans cette vidéo aussi, c'est plus par rapport à la critique, parce que le regard des autres, il est extrêmement lié à la critique, bien qu'on n'en parle pas forcément tout de suite. Quand on a peur du regard des autres, on a peur d'être critiqué par les autres et on a peur d'être tué aussi par le regard des autres. Et par rapport à la critique, en fait, ça, c'est vraiment un truc pour entrepreneurs et pour ceux qui sont dans le business, on en parle souvent, la cible. Si votre cible ne vous critique pas, si votre cible aime ce que vous faites et se reconnaît dans ce que vous faites, vous n'avez pas à vous inquiéter de la critique des gens parce que la critique de ceux qui ne sont pas votre cible, qui ne sont pas touchés par votre message, qui ne sont pas du tout dans le domaine, dans la bulle d'activité de ce que vous faites, ça vous intéresse pas. Juste à titre d'exemple, et moi c'est un exemple que je donne tout le temps et je suis trop contente de pouvoir dire son nom dans cette vidéo, c'est David Laroche, parce que David Laroche, il dit dans une de ses interviews avec Olivier Roland notamment, je vais mettre la fiche juste là, elle est vraiment top la vidéo. En fait, il dit que forcément, il a des haters, David Laroche. Mais David Laroche, donc il y a un coach international très très connu dans la confiance en soi,
Moi, le simple fait de m'imaginer que ce mec-là, que je trouve incroyable, il a des haters, c'est-à-dire des gens qui trouvent ça pourri ce qu'il fait, finalement, ça représente bien et ça schématise bien à quel point vous pouvez faire n'importe quoi, vous pouvez être Gandhi, Mère Teresa, peu importe, il y aura toujours des gens qui trouveront que ce que vous faites, c'est naze, parce que ce sera à l'opposé de leurs valeurs. Et quand on comprend qu'en fait, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est impossible, bah, ça enlève une grande culpabilité aussi et ça démystifie toute la pression qu'on se met sur le fait d'être parfait. On n'a pas besoin d'être parfait parce qu'on va toujours être critiqué. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les citations, dans les Pinterest, dans les Instagram, mais c'est vrai, il y a quelque chose de vrai dans cette phrase. Peu importe ce que vous faites, vous allez toujours être critiqué et encore plus quand c'est vous qui créez. Quand on réagit, quand on exécute les ordres d'une autorité qui est validée, d'une marque, d'une star, on est validé aussi puisque finalement on n'agit pas pour nous, on agit pour la marque. Mais quand on agit selon nous-mêmes, quand on crée quelque chose, quand on est l'auteur de quelque chose, on est toujours critiqué. Par exemple, si on prend le cas de McDonald's, il y en a plein qui adorent McDonald's, McDo c'est la vie, McDo les frites, les potatoes, et il y en a d'autres qui vont dire non mais McDonald's c'est nul, c'est du fast-food, de la junk food, de la malbouffe entre guillemets pour parler vulgairement. Il y en a qui détestent McDo, il y en a qui disent mais oui mais McDonald's ça vulgarise les villes, on retrouve plein de McDonald's partout, on a l'impression qu'on vit en Amérique, et pour autant c'est une grande marque et la marque elle a des fans et des gens qui sont engagés dedans et des gens qui détestent ça, voire qui font des associations contre les McDonald's. C'est juste pour dire à titre d'exemple, mais pour se détacher du regard des autres, il faut vraiment revenir sur soi, revenir à la source, comme dans beaucoup d'autres situations en fait. C'est très intéressant ce que tu as fait comme parallèle avec David Laroche qui s'est lancé très jeune. Et toi, finalement, tu te lances et tu es jeune. Du coup, comment on vit ça quand on a soif d'être entrepreneur et que finalement, on se rend compte qu'on est un petit peu… c'est pas habituel, en fait, d'avoir cet âge-là et de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Comment tu vis ça, toi, du coup, de ton côté ? Et avec cet exemple de David Laroche qui, lui, justement, a commencé très jeune, qui a eu ces mêmes difficultés et qui a prouvé que finalement… Et c'est vraiment pas le seul, il y en a plein, je pourrais en citer. Là, j'ai en tête Brenda Boukris, qui s'est lancée qui s'est lancée très jeune également. Il y a aussi Alexandra Villaroy-Labrego, qui est une coach québécoise, qui s'est lancée jeune aussi. Et comment on le vit ? Je pense qu'au début, on ne dit pas son âge. On ne dit pas son âge, on n'en parle pas, on essaye de faire abstraction de ce que les autres peuvent bien penser. On essaye vraiment de vraiment pas faire référence à son âge. En tout cas, moi, je le vis actuellement. Donc, on donne pas son âge et on essaye au maximum de cacher ça. Donc, je dirais qu'on le vit plutôt mal, en vérité, parce que même si on s'assume, même si on est convaincu de notre message, il y aura toujours des gens pour dire « mais de toute façon, t'es trop jeune, t'es trop ci, t'es trop ça ». Mais encore une fois, on revient au regard des autres et on se recentre sur soi et on se dit « mais en fait, ok, là, il est question de mon âge, mais en fait, finalement, si j'avais tel âge, ça aurait pu être la même chose. Ou finalement, si j'avais eu le quadruple de mon âge, on m'aurait dit que j'étais trop vieux. Ou si finalement, il y a tellement de façons d'être critiqué quand on se lance dans l'entrepreneuriat et encore plus, qui plus est, dans le coaching, dans tout ce qui va toucher à l'accompagnement, à donner son message, à parler de soi. Et parler de soi à travers un message d'amour de soi ou de confiance en soi, tout ce qui touche finalement aux choses, tu sais, très existentielles, très intimes. On est toujours critiqué pour ça. Parfois c'est manque de formation, parfois c'est pas compétent. Enfin, il y a tellement de façons d'être critiqué que je pense que les personnes qui vivent, donc là dans le cas de mon âge, on se dit finalement là c'est mon âge mais ça aurait pu être autre chose. Donc encore une fois, on passe par l'amour de soi, on passe par se recentrer et se dire qu'est-ce qui est plus important pour moi, c'est de faire passer mon message et on se recentre en fait, parce que pas le choix en fait. Sinon on arrête là tout de suite. Mais il y a une conviction beaucoup plus forte de notre potentiel. Donc, je pense que dans cet archétype de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat jeune, il y a vraiment cette conviction personnelle que, ok, je suis petit, ok, je suis jeune, mais j'ai conscience que j'ai un potentiel qui doit se développer maintenant parce que plus tard, il sera démentiel en fait. Et c'est cette conviction même de pouvoir visualiser dans le futur quelque chose qui n'existe pas encore qui, je pense, nous pousse à croire à ce que les gens à ce à quoi les gens ne croient pas encore. C'est assez fou, mais je pense que c'est ça.
Est-ce que c'est ton parcours sur ton propre amour de toi qui fait que tu peux aujourd'hui dire cette phrase, c'est mon potentiel qui fait que je sais que j'ai ça à transmettre aux autres. Peux-tu nous parler donc de ce parcours personnel sur l'amour de toi à travers, voilà, parce que c'est ce que tu véhicules le plus dans tes vidéos. Oui, oui, c'est vrai, c'est très juste. Pour moi, là, donc j'ai déjà répété, hein, mais pour moi, l'amour de soi, et je le répète à toutes mes vidéos, pour moi, l'amour de soi, c'est le point de départ à tout changement. Il n'y a pas de, il y a pas d'autre point de départ au changement, et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel. La confiance en soi, ça s'apprend, ça vient après. Mais vraiment, s'il y avait un point de départ, pour moi, c'est l'amour de soi. Et on peut aussi, tu vois, extrapoler et dire l'amour de la vie ou la résilience en général. Mais ce qui fait que tu es résilient à la toute base, ce qui fait que tu décides de te dire non, ça peut pas être comme ça, j'en ai marre d'être une victime, c'est que peut-être au fond de toi, tu le sais pas, mais il y a un brin de fait de te dire mais je mérite mieux que ça en fait. Et en fait, tu vois, c'est ce processus de dire toute ma vie, j'ai été victime, toute ma vie, j'ai donné mon attention aux autres. Donc là, je vais te parler de mon expérience juste après. Toute ma vie, j'ai donné cet amour-là en attendant d'avoir quelque chose en retour. Mais quand tu te dis, j'ai pas ça en retour, en fait, ça marche pas comme ça. Même si ton amour de toi, il n'existe pas, il y a quelque chose qui relève, je pense, je sais pas, la justice personnelle qui fait non, mais ça peut pas se passer comme ça, en fait. Et pour moi, l'amour de soi, c'est avoir envie, tu vois, de taper du pied et de dire, bah non, en fait, si toi tu m'aimes pas, si lui il me reconnaît pas, et bah tant pis, si personne peut le faire à ma place, moi je vais le faire. Et c'est ça l'amour de soi, c'est, tu vois, avoir envie de se donner le meilleur. Et c'est pas forcément se maquiller, se chouchouter, se câliner. Ça vient après parce que c'est pas quelque chose de naturel, tu vois. Quand on n'a pas grandi dans un environnement ou dans un schéma familial qui nous donne cette notion de la tendresse, ça c'est des choses importantes mais qui viennent après. Et c'est pour ça que je te parle de l'amour de soi brut et très instinctif en fait. Après, tu as l'amour de soi qui vient doucement. Mais du coup, pour te parler de moi, parce que c'était un peu ta question de départ. Oui. Oui. Parce que je pense que ça peut intéresser les gens en fait de savoir comment tu en arrives finalement à chercher cette expertise, hein, puisque c'est la tienne, et surtout quel est ton parcours intérieur qui fait que c'est ce que ton leitmotiv tous les jours en fait. Ok, alors je vais te parler de moi, mais juste avant de te parler de moi, je vais te faire juste une petite référence à David Laroche. Je vais te dire pourquoi. Parce que dans David une Laroche, de ses tu nous écoutes. non mais je l'adore, je te jure. Parce que dans une de ses conférences, il dit en fait, donc je rappelle juste pour ceux qui connaissent pas son histoire, en fait c'était quelqu'un de très timide. Je l'ai fait pour ça, promis. C'est quelqu'un de très timide qui est devenu coach en confiance en soi. Et il dit dans une de ses conférences pourquoi ça a été si incroyable son business et son coaching et son accompagnement parce qu'en fait, il est passé. C'est comme si tu prenais du noir et que tu le transformais en blanc. C'est comme si tu prenais de la terre et que tu le transformais en or. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans le fait de te dire tu étais totalement l'inverse de ce en quoi tu es expert aujourd'hui et pour une raison qu'on n'explique pas, tu as réussi à le changer. Et moi, c'est vraiment la même chose qui s'est produite, c'est-à-dire qu'avant, j'étais vraiment l'opposé de l'amour de soi, mais il faut s'imaginer, quoi. Et je parle vraiment moi, c'est ce que j'appelle la misère intérieure ou être quelqu'un de misérable, c'est-à-dire que j'étais une jeune fille qui avait pas confiance en elle, qui s'aimait pas, qui aimait pas son corps, j'avais des problèmes de troubles de l'alimentation. Donc, j'ai fait de la boulimie, de l'anorexie, de l'hyperphagie. Donc, je suis passée par toutes ces phases-là. J'avais des problèmes de peau, j'en ai toujours. Donc, j'aimais pas mon corps. Je devenais une jeune femme, mais je savais pas vraiment ce que c'était. Donc, problème aussi dans mon intimité, mais aussi dans ma sexualité. Problème aussi dans mes relations amoureuses. Je pense que c'est vraiment le secteur dans lequel j'ai été le plus misérable et le plus mise à terre parce que les relations amoureuses, elles peuvent être magnifiques, elles peuvent vous valoriser, elles peuvent vous transcender, mais c'est aussi le secteur qui peut faire un revirement extrêmement rapide, extrêmement brut et vous mettre à terre aussi. Parce que ça peut être très beau, mais il y a des relations qui peuvent être très noires aussi, très lugubres, et très sombres. Et je pense qu'on en est tous au courant, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on se construit encore, parce qu'il y a vraiment cette notion aussi de être dans un processus de construction, et quand on vit une relation qui nous terrasse et qui nous renvoie une image de nous qui déjà était pas très glorieuse, mais qui est encore plus misérable, je pense que on touche le fond en termes d'amour de soi. Donc moi j'étais cette personne-là qui se valorisait pas, qui donnait tout à l'autre, qui était misérable en fait. Je vois pas d'autres termes parce que pour moi ça représente vraiment la personne que j'étais à ce moment-là. Donc ça c'est mon parcours.
Et si tu veux peut-être poser la question du déclic, je sais pas quelle était ta prochaine question. Moi, j'ai pas eu de déclic, j'ai pas eu de… Allez, vas-y. Bah, justement, Ouais. puisque tu as envie de… Ben, non, mais c'est parce que je sais pas, j'imagine que du coup, Je t'en tu prie, te dis, vas-y. ok, mais comment t'es passé de là à là, du coup, enfin, on s'imagine. Exactement. Comment t'as fait de… Tu parles de misérable beaucoup, hein, lugubre, etc. Comment t'es passé de cette personne misérable à la personne qui… je prends la posture de l'amour de soi et ça va être matin, midi et soir ma chanson, en fait. Mais en fait, je suis en train de réfléchir en même temps que tu poses la question parce que moi, à la différence de toi, parce que je te connais très bien, j'ai pas eu de déclic. J'ai pas eu de déclic. J'ai pas eu de j'ai failli Bah, mourir. tu parlais d'une rupture amoureuse pour lancer ta chaîne et que ça t'avait… Oui, mais si tu veux tu penses que c'est ça ou est-ce que tu penses Non, non, je que pense pas. c'est un chemin qui, à chaque fois que tu Voilà, montes toi, c'est la ça. colline, tu Je te pense que rends c'est compte que plus ça. finalement tu t'approches à chaque fois de… Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu t'approches à chaque fois de l'amour de soi et puis Ouais, un jour tu te dis mais c'est ça en fait? Est-ce que c'est exactement. ça? Pour moi, c'était beaucoup plus progressif que, tu vois, changer du tout au tout. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, c'est le processus d'amour de soi et de se choisir au quotidien. Parce que, en fait, si tu veux, dans mes relations amoureuses pourries, on va dire, j'ai eu quand même une progression. Tu vois, au début, c'était très, très Ah, pourri. Après, c'était pourri, mais c'était juste normal pourri. Puis après, ça allait, mais en fait, tu vois, ça quand même, c'était allez, qu'est-ce progressif. que tu appelles par pourri? Parce que en vrai, pourri, pour que les Oui, gens comprennent par rapport à c'est l'amour de vrai. soi, C'est pas qu'est-ce que ça très… veut dire chez toi pourri pour que les gens comprennent par rapport à l'amour de soi, qu'est-ce que ça signifie? Alors pourri, ça veut dire abus, ça veut dire que quand on est, en fait, qu'on est abusé en fait par la personne, que ce soit psychologiquement, sexuellement, on est abusé, on est détourné de nos propres pensées, on est assujetti. Vraiment, ce mot, on n'en parle pas assez, mais être assujetti par quelqu'un. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Être assujetti par quelqu'un, ça veut dire qu'on enlève notre statut de sujet et d'individu. On n'est plus un sujet, on devient un objet. C'est quand même grave. Et l'abus dans les relations amoureuses, c'est ça. Je, C'est le fait que la je personne… sais de quoi tu parles, Bah oui, étant donné que je j'ai sais que tu vécu les sais. relations Et on toxiques. a Non, peut-être… non, mais c'est pour ça que c'est intéressant que je rebondis juste pour te dire, oui, c'est difficile et tu as raison de dire que c'est le point de départ aussi C'est ça. de Et quelque vraiment, chose de cette sensation d'être un objet pour l'autre, alors que nous, on lui donne ce qui est pour nous le plus précieux pour avoir un brin d'amour. En fait, c'est ça qui est misérable. C'est vraiment, je te donne tout ce que je suis et déjà, je suis pas grand-chose pour avoir un brin d'attention. Et même ce brin d'attention, je l'ai pas parce que toi, en fait, ce que tu me donnes, tu utilises l'objet que tu as fait de moi, en fait. Et j'ai même plus de pensée. En fait, il faut vraiment vous imaginer que j'arrivais pas à penser. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup, mais à ce C'est vrai. moment-là, j'arrivais pas à penser en fait. J'avais pas de pensée, c'était vide dans ma tête, c'était comme si c'était éteint en fait. J'arrivais plus à penser. C'était très bizarre à expliquer, mais j'arrivais plus à penser et du coup, c'est de ça dont je parle quand je parle d'abus et de relations vraiment très toxiques. Et puis après, ça a été des relations qui me correspondent juste pas, mais qui sont pas forcément dans l'abus et dans la toxicité. Et pour moi, c'était vraiment très progressif. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, je me suis dit, en fait, tu vois, j'ai pas de déclic en particulier, mais je pense qu'il y a eu un processus intérieur qui a fait que je me suis dit, bah, Chloé, maintenant, tu vas te valoriser. En fait, tu peux pas rester juste cette personne misérable. Et encore une fois, tout à l'heure, je t'avais parlé de la visualisation. Pour moi, c'est très important parce que même quand j'étais misérable, j'avais quand même, je pense, cette conscience que il pouvait y avoir mieux en fait. Je pouvais être quelqu'un d'autre et si j'arrivais à me visualiser moi en étant quelqu'un de meilleur, ça veut dire que quelque part, je sais pas comment, je pouvais quand même y arriver. Donc il y avait quand même, tu vois, cette notion que je peux le faire, je sais pas comment. Et je pense que ce qui m'a aidé, c'est la notion de me dire, bah si je me choisis, si c'est plus moi qui suis l'objet des relations, mais que finalement je choisis de dire oui ou non, je choisis de m'affirmer, je choisis d'accepter ou de refuser. Si c'est moi qui fais les choses, je serai plus objet. Donc déjà, je suis sujet, c'est moi qui suis actrice de ma vie. Mais tu vois, Oui. c'est petit, c'est par action comme ça. Puis après, tu as la douceur. Tout à l'heure, je te parlais de l'amour de soi dans la douceur, dans la tendresse, se maquiller, aimer son corps. Il y a quelques mois de ça, j'ai fait un shooting avec mon psoriasis pour montrer que une femme, elle peut Très avoir du… intéressant que tu en parles par rapport à l'amour de soi. Est-ce que, oui, vas-y, explicite plus pour que les gens déjà comprennent qu'est-ce que le psoriasis et qu'est-ce que tu as voulu montrer à travers ces photos.
Alors, le psoriasis, en fait, c'est une maladie chronique de la peau. Enfin, c'est pas forcément une maladie chronique, mais moi, dans mon cas, c'est une maladie chronique, c'est-à-dire que je l'ai depuis l'adolescence et je l'ai tout le temps, du coup, de manière chronique. Et en fait, c'est la peau c'est les globules blancs qui se régénèrent trop vite. Donc, on appelle ça une maladie auto-immune dans le sens où c'est le système immunitaire qui se contre-attaque, on va dire. Donc, ça en dit long sur la structure déjà de la personne. Hein. Moi, j'étais quelqu'un qui m'auto-attaquait dans mes relations. Donc, ça en dit long sur la façon dont c'est arrivé, à la période à laquelle c'est arrivé. Ça, c'est pour le psoriasis. Et pourquoi faire ces photos pour en fait montrer que on peut être une femme belle et on peut sortir des codes de la beauté, donc être comme ça, avec des seins comme ça et des hanches comme ça, et on peut être différente et belle et s'accepter tel que l'on est. Donc, tu vois, c'est pas un message exceptionnel en soi, mais c'est un message puissant dans le sens où je suis différente, j'accepte ma différence, et puis en plus de ça, j'en crée un nouveau code de beauté. C'est très intéressant. Et est-ce que tu as senti qu'après ce shooting, il y a eu un impact sur l'amour de toi? Le fait tu vois, de te regarder et de peut-être publier quelques photos, je sais que tu en as mis sur ton compte Facebook. Est-ce que ça t'a permis de te dire, ah, mais en fait, là, je sens que j'ai un peu encore évolué sur l'amour de soi, d'avoir osé faire ça? Non, non, pas pour moi parce que je sais que enfin moi je sais que ça faisait déjà longtemps que j'avais réalisé que j'étais une belle femme, donc c'était des photos sympas. Moi, ça m'a plus servi pour les autres. En fait, moi, je faisais vraiment ce shooting-là plus pour les autres. C'était vraiment pour ça que je le faisais, en fait. C'était vraiment, moi, je veux publier ces photos-là, mettre le hashtag psoriasis warrior, body positivisme, et que les femmes qui tombent sur ces photos-là, elles se disent, waouh, elle est belle, elle a des cheveux longs, elle a des talons, elle a du psoriasis, mais c'est trop stylé, c'est des marques roses. Et moi, ça m'a rien changé. Ça m'a plus dit, bah oui, je suis une belle femme et je le sais. Et la preuve en image, en fait. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est important de se connecter à son corps. Mais ce qui est important, et c'est ce que je dis souvent à mes clientes, être une femme d'exception. Après, on va forcément revenir sur le sujet. Si tu veux, j'expliciterai. Exactement. J'allais te dire, justement, est-ce que c'est pas ça la femme d'exception, finalement, qui assume sa différence, puisque tu l'as dit, et finalement sa maladie ou autre chose, mais qui, en contraire, par ce charisme, par cette volonté de se dire, bah oui, je suis comme ça et je m'expose telle que je suis, cette entièreté que tu disais dès le départ, en fait. Est-ce que c'est ça, finalement, la femme d'exception que tu prônes, en fait, dans tes vidéos? C'est ça, c'est une forme de ses caractéristiques, mais c'est pas la caractéristique première. Et c'est vraiment important de le comprendre. Forcément, la femme d'exception, elle s'accepte telle qu'elle est, mais c'est pas quelque chose de prioritaire dans ce qu'elle est. Et c'est important de le comprendre parce que on peut être une femme d'exception et avoir des complexes et se sentir… Parce que c'est ça, être une femme, en fait. Je pense qu'on s'aime jamais à 100 000% tel que l'on est. On a tout le temps des défauts, on a tout le temps des choses qu'on aime un peu moins, et c'est normal. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la femme d'exception, avant de s'aimer physiquement, avant d'avoir le corps, le body goal, le bikini sur la plage, et d'avoir toutes ces choses artificielles qui sont importantes parce que ça la valorise, comme par exemple des vêtements de luxe, une maison de luxe, du maquillage de luxe, des bijoux de luxe. C'est une femme qui profondément a cet amour de soi qui lui permet de se choisir au quotidien. Donc vraiment, moi, ce que je répète tout le temps à mes clientes, c'est que bien sûr, il y a cet aspect amour de soi, body, je fais du sport, je mange bien, je m'alimente bien, c'est super. Mais ce qui est super important aussi, c'est de se choisir au quotidien et dans les actes. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est primaire et primordial chez la femme d'exception. C'est cette notion que je suis pas toujours parfaite, j'ai pas le corps parfait, j'ai pas ma vie parfaite, mais en tout cas, dans mes actes, et parce que je suis au courant que je suis libre et que j'ai ma part de responsabilité, je vais me valoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis dans un job qui ne me valorise pas, que j'aime pas, je suis en burn-out, j'en peux plus, et ben, je vais soit changer de job, soit parler à mon patron, soit faire quelque chose qui fait que je vais changer cette situation-là. Ça veut dire mon corps a un problème, les nerfs lâchent, j'ai une maladie, j'ai quelque chose qui fait qu'il faut que je sois opérée ou il faut que j'ai un remède, je m'aide, je vais à l'hôpital, je paye le prix qu'il faut, mais moi, ma santé, c'est important. Je suis dans une relation qui ne me convient pas, qui me dévalorise, qui est peut-être toxique pour moi, ou même familiale ou même amicale. Je vais changer ça parce que moi, je mérite pas ça. Et c'est important de comprendre que la femme d'exception, elle existe dans le sens de l'acte et d'exister par les actes, dans l'action justement. Et c'est pas juste, je me suis acheté un nouveau sac Balenciaga. C'est important parce que c'est ça aussi, c'est se valoriser, s'offrir des cadeaux. Mais c'est pas que ça.
c'est surtout l'action. Et après, il y a cette notion de aimer son corps, être une femme sensuelle, mais tout ça, ça vient après. Parce que on peut pas être sensuelle, charismatique si on n'a pas l'amour de soi profond de je vais toujours m'apporter le meilleur et je vais toujours me valoriser. Donc, du coup, c'est une sorte d'état d'esprit que tu veux enseigner à tes clientes finalement, parce que ça passe par l'amour de soi, mais la femme d'exception, c'est aussi un état d'esprit. Comme tu dis, finalement, tu peux avoir des défauts et être toujours cette femme qui va se choisir, qui va se prioriser, qui va dans ses actes montrer que finalement, elle est actrice de sa vie et qu'elle peut être une femme accomplie et ça dépend d'elle. Et moi, je pense que c'est, enfin, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que finalement, c'est un état d'esprit que tu veux enseigner finalement par tes vidéos et par tes coachings? Oui, c'est tout à fait ça. C'est un état d'esprit, c'est une façon de procéder, tu vois, dans ton esprit, intérieurement parlant. C'est une représentation que tu as en fait du monde, c'est une carte du monde. C'est un état d'esprit, moi j'aime bien dire un mindset. Je sais que tu n'aimes pas les anglicismes, mais c'est vraiment une façon de se représenter le monde et de fonctionner en fait. Très bien. Est-ce que du coup, pour finir un peu cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais dire à ta communauté sur toi, quelque chose qu'on aurait, je sais pas, quelque chose que tu voudrais peut-être dans tes futurs projets? Est-ce que tu as des futurs projets à communiquer? Voilà, qu'est-ce que tu voudrais dire à ta communauté aujourd'hui? Alors, ce que je voudrais leur dire, c'est que ils peuvent bénéficier d'un appel diagnostic offert d'1 heure totalement gratuit avec moi. Et vous avez le lien en fait dans chaque description de la vidéo. Vous avez un petit lien qui vous permet de prendre rendez-vous gratuitement. Donc, ça peut être bénéfique pour vous parce que dans cet appel-là, en fait, je vais vraiment vous donner des conseils personnalisés par rapport à votre situation. Donc, ça peut être dans l'amour de soi, mais aussi dans la confiance en soi ou encore dans le conseil sentimental. Mais ce que j'avais vraiment envie que chacun retienne de cette interview, c'est vraiment cette notion, tu vois, d'amour de soi comme point de départ. Et vraiment, tu vois, cette différenciation entre l'amour de soi artificiel qui vient après et l'amour de soi profond où on va choisir de se valoriser vraiment dans les actes. Et si chacun se demande, en fait, à quel moment je peux me valoriser, à quel moment c'est plus important de faire tel choix plutôt qu'un autre, on peut se rendre compte qu'en fait, à quel point on s'aime. Parce que, par exemple, se choisir, ça veut dire tellement d'à quel point on se considère. Donc, il y a tellement de moments dans la journée où on peut en fait se rendre compte nous-mêmes d'à quel point on s'estime, on se considère et on estime avoir droit à l'amour aussi inconditionnel. Donc moi, j'inviterais chacun à se reposer la question d'à quel point il s'aime vraiment. C'est très beau ce que tu dis quand tu dis inviter chacun à savoir où est-ce qu'il en est en fait, pour savoir est-ce qu'il s'aime vraiment. Donc, est-ce que tu voudrais nous citer peut-être je sais pas, une phrase ou une citation qui pour toi incarne vraiment cette idée de femme d'exception ou de femme de valeur qui pourrait être retenue par les gens avant de nous quitter? Une citation. Non, j'ai pas de citation en tête là tout de suite. Non, mais il faudrait que j'en invente une, c'est vrai, c'est bien, mais. Oui, par exemple, tiens, voilà, invente-nous le message du jour, voilà, le message du jour que tu voudrais que les gens retiennent après cette interview. Peut-être moi, après, tu sais, il y a quelque chose que je disais souvent, je le dis moins maintenant dans mes vidéos, mais une phrase que j'avais mis au point et qui résume bien en fait ma pensée par rapport à l'amour de soi, c'est que chaque individu a le pouvoir de transformer sa vie à partir du moment où il commence à s'aimer. Et tu vois, ça donne une bonne frise chronologique finalement du changement. Tu as l'amour de soi et après tout vient derrière, tu vois. Donc je pense que ce serait ce qui représente. Très belle ta phrase. Merci. Et du coup, avant de conclure, vite fait, tu parlais à un moment donné de la résilience. Est-ce que tu penses que toi aussi, par rapport à l'amour de soi, tu as vécu une résilience intérieure et c'est avec cette résilience intérieure que du coup, aujourd'hui, tu es propulsé davantage dans cet amour de soi? Mais je pense qu'en fait, résilience, amour de soi, c'est deux notions qui font partie de la même branche, si tu veux, parce que encore une fois, je le disais en début de l'interview, mais tu peux pas avoir de la résilience sans t'aimer toi-même et tu peux pas développer ta résilience et ton instinct de survie. Donc, cette idée que tu vas te réadapter, peu importe ce qui se passe,
si tu n'as pas ce désir de vivre, en fait. Donc, pour moi, ce sont deux notions totalement complémentaires. Et je pense que l'amour de soi, c'est l'élément qui met un mot, en fait, sur cette envie d'avoir plus, d'avoir mieux et d'avoir quelque chose qui te valorise. Donc, pour moi, ce sont vraiment deux notions qui sont très, très proches et du coup, qui vont ensemble, qui vont de pair. Et qu'est-ce que je voulais dire sur la résilience? C'est que l'amour de soi, ça nous permet, en fait, d'opérer une résilience au quotidien. Encore une fois, je disais, se choisir au quotidien, se valoriser au quotidien. C'est aussi une façon de faire preuve de résilience dans les situations les plus dures parce que ça arrive à des jours où on ne peut pas forcément déterminer. Il y a des choses qui arrivent comme ça et du coup, l'amour de soi fait que peut-être qu'on a plus facilement une capacité d'avoir une résilience, c'est-à-dire de se réorganiser, de s'adapter et de surmonter aussi les choses. Très bien. En tout cas, je te remercie, Chloé, pour cette interview. Merci à toi. On se retrouve à bientôt sur ta chaîne. Oui. Au revoir. À très vite. Gros bisous. Au revoir.